Cette planète est-elle aussi habitable que la Terre? Peut-elle accueillir une autre forme de vie? Température parfaite, possible existence d'eau liquide, composition atmosphérique intéressante et dernièrement, une découverte des plus intéressantes. Autrement dit, la vie existe peut-être là-bas. Mais tout n'est pas gagné et c'est loin de l'être, vous allez voir pourquoi. Cette planète, c'est K2-18b. Et le télescope James Webb pourrait bien avoir mis le doigt sur quelque chose de plus grand. C'est une exoplanète déjà bien connue des astronomes, mais qui vient peut-être de franchir un cap. Une planète qui pourrait potentiellement abriter la vie. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de K2-18b. On l'a découverte en 2015 grâce au télescope spatial Kepler. Elle orbite autour d'une petite étoile, une naine rouge, du nom de K2-18. Et elle se trouve à environ 124 années-lumière de nous. Alors autant dire qu'à l'échelle de la galaxie, c'est juste à côté. Mais ce qui rend cette planète aussi spéciale, c'est pas juste sa proximité, mais c'est aussi sa taille. K2-18b est une super-Terre, ou plutôt une mini-Neptune. En fait, elle est un peu entre les deux, avec un rayon 2,4 fois plus grand que celui de la Terre et une masse presque 9 fois supérieure. Donc, ouais, c'est une grosse planète. Juste avant qu'on commence, comme c'est la fin de week-end, dites-moi ce que vous avez fait ce week-end. Pour certains, il faisait beau, donc est-ce que vous êtes allé jouer avec vos enfants au parc, je sais pas. Pour d'autres, vous aurez lu tout le week-end, d'autres, vous êtes partis en week-end quelque part. Ou pour certains, vous avez rien fait, vous avez juste dormi. Et moi, j'ai fait quoi ce week-end? J'ai oublié ce que j'ai fait ce week-end, c'est terrifiant. Ah si, moi ce week-end, je suis allé au cinéma avec un pote, on est allé voir le film avec Leila Bekti. Trop cool, franchement, il est trop bien. Et puis après, j'ai préparé des petites vidéos, etc. Voilà, qui arrivent prochainement. Donc dites-moi ça, et je m'engage à lire tous les commentaires. Et sur ce, merci à Thomas d'être devenu membre de la chaîne. Si vous souhaitez vous aussi être membre, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Ça vous permet d'accéder à quelques vidéos en avant-première, dont une sur la théorie des cordes qui est plutôt cool. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait plaisir, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo va vous plaire, et sur ce, on est parti. Donc oui, c'est une grosse planète, mais pas trop non plus. Et surtout qu'elle se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire à la bonne distance de son étoile pour que l'eau liquide puisse exister à sa surface. Pas trop chaud, pas trop froid. Pile ce qu'il faut pour peut-être permettre à la vie de se développer. Mais attends, parce que c'est pas tout. Parce que cette planète, les scientifiques la surveillent de très près depuis des années. Et récemment, une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge a pointé le télescope James Webb vers elle. Et là, surprise. Dans son atmosphère, ils ont détecté des molécules bien particulières. Parmi elles, une en particulier fait énormément parler d'elle, le sulfure de diméthyle. Une molécule qui, sur Terre, est uniquement produite par la vie. Alors pas de panique, on va en parler juste après. Cette question, est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers, c'est pas juste une question scientifique. C'est la grande question, celle qui fait rêver, qui obsède, qui intrigue. Celle qu'on se pose depuis qu'on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et si on est honnête, c'est peut-être la plus grande énigme de notre temps. Parce que l'univers, c'est pas juste grand, c'est immensément vaste. On parle là de milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles, mais aussi des milliards de planètes. Des planètes de toute taille, de toute température, de toute composition. Et parmi elles, il y en a forcément une qui ressemble un peu à la Terre. C'est même une sorte de certitude. Donc statistiquement, la vie devrait exister ailleurs. Peut-être sous forme de bactéries, peut-être sous forme de créatures qu'on n'imagine même pas. Et pourquoi pas, des civilisations avancées. Mais voilà. Jusqu'ici, rien. Pas un message, pas un vaisseau, pas une image. C'est ça, le paradoxe de Fermi. Alors ce fameux paradoxe, c'est quoi? Il vient du physicien italien Enrico Fermi dans les années 50. Un jour, pendant un déjeuner, il aurait posé cette question toute simple. Mais où sont-ils? Parce que si la vie est fréquente dans l'univers, si les civilisations intelligentes se développent, construisent des trucs, communiquent, alors on devrait déjà les avoir vus. On devrait voir leurs traces, leurs signaux, leurs sondes. Et pourtant, non, on voit rien. Et ça, c'est super étrange. Alors, il y a plein d'hypothèses pour expliquer ce silence. Peut-être que les civilisations ne durent pas longtemps. Peut-être qu'elles s'autodétruisent avant de pouvoir explorer les étoiles. Peut-être qu'elles n'utilisent pas les mêmes technologies que nous. Ou peut-être qu'on n'est tout simplement pas capable de les détecter. Après, on est capable de communiquer avec les ondes radio depuis une centaine d'années, ce qui est récent. Parce qu'il faut être honnête, chercher de la vie ailleurs,
c'est un cauchemar technologique. On n'a pas de vaisseau capable d'aller voir sur place. On peut pas poser un microscope sur une exoplanète à 100 années-lumière de là. Alors, on fait avec ce qu'on a, la lumière. C'est ce que les télescopes comme James Webb regardent, c'est la lumière des étoiles. Et plus précisément, la manière dont cette lumière change quand une planète passe devant. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. En gros, on regarde les minuscules variations de lumière. Et grâce à ça, on peut analyser l'atmosphère de la planète. Donc c'est-à-dire qu'on observe l'étoile avant, la planète passe devant, et on observe l'étoile pendant que la planète passe devant. Et on voit ce qui a changé. Grâce à ça, les rayons de l'étoile qui vont frôler la planète, passer dans son atmosphère et arriver jusqu'à nous, vont nous donner des informations hyper précieuses. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir analyser l'atmosphère de la planète. C'est un peu comme déduire la composition d'une soupe rien qu'en regardant la lumière qu'elle laisse passer. Et dans cette lumière, on recherche des traces de molécules. Des molécules qu'on appelle des biosignatures. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont en gros des indices, des marqueurs chimiques qui pourraient révéler la présence de vie. Alors par contre attention, on sait que la chimie organique pourrait potentiellement s'agencer autour de l'acide sulfurique et du silicium et former des molécules complexes et similaires à celles qu'on connaît pour la chimie organique classique. Donc ces biosignatures sont déduites à partir de la biologie qu'on connaît. Alors dans le cas de K218b, on a déjà détecté de la vapeur d'eau et du CO2. Mais récemment, James Webb a détecté autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Il vient peut-être de faire une découverte majeure. Une découverte qui pourrait carrément changer notre compréhension de la vie dans l'univers. Comme je l'ai dit, ça fait une dizaine d'années qu'on l'a découverte, et elle coche plusieurs cases qui ont immédiatement éveillé la curiosité des scientifiques. En l'observant avec James Webb, on a détecté dans son atmosphère des molécules très particulières. Des traces possibles d'une molécule qui, sur Terre, est uniquement produite par des organismes vivants. Alors pour faire ce type de découverte, on a dû observer la planète pendant environ 16 heures. Faut savoir qu'un transit de K218b autour de son étoile, ça dure environ 8 heures. Donc en gros, on voit la planète passer devant son étoile pendant 8 heures. James Webb a donc capté la lumière pendant 8 heures et il l'a fait 2 fois. Et donc, grâce aux instruments NIRISS et NIRSPEC de James Webb, qui couvrent une longueur d'onde de 0,9 à 5,2 microns, on a pu détecter la présence de méthane et de CO2, mais ça on le savait déjà, mais aussi de sulfure de diméthyle. Et ce sulfure de diméthyle là, il est produit par des êtres vivants sur Terre, ceux qu'on appelle les phytoplanctons. C'est des sortes de micro-algues qui rejettent ce genre de molécules. Donc naturellement, on peut se dire que c'est peut-être cette autre forme de vie qui produit ce type de molécules qu'on détecte sur Terre. Certains disent que K218b pourrait être une planète océan. Autrement dit, une planète recouverte totalement d'un océan et peut-être d'une atmosphère riche en hydrogène. Ça pourrait offrir des conditions potentiellement favorables à la vie. Mais il y a un petit problème avec ça, et on va voir ça juste après. Si on veut espérer un jour détecter la vie ailleurs, alors faut chercher des signes que la vie laisse derrière elle. Alors pas la vie elle-même, ça on peut l'oublier pour le moment, mais plutôt ses effets secondaires. Alors plus particulièrement ce qu'on appelle des détections indirectes. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les biosignatures atmosphériques. Des combinaisons de gaz qui, sur une planète, n'auraient pas de sens sans activité biologique derrière. Par exemple sur Terre, l'oxygène est constamment renouvelé par la photosynthèse. Sinon, il se combinerait très vite avec d'autres éléments, et il n'y en aurait plus dans l'air. Donc si on voit beaucoup d'oxygène dans une atmosphère, et qu'on n'a pas d'explication géologique ou chimique valable, ça sera peut-être un super indice. Pareil pour le méthane. Sur notre planète, il est majoritairement produit par des organismes vivants. Mais le plus intéressant, c'est quand on détecte des mélanges de gaz qui, ensemble, ne devraient pas exister. Parce qu'ils réagiraient entre eux et s'annuleraient. Un peu comme si vous trouviez de la glace à côté d'un feu de camp. C'est pas logique, sauf si quelqu'un ou quelque chose est là pour entretenir cet équilibre. Et dans le cas de K218b, ce mélange justement, il est intriguant. On parle de vapeur d'eau, de CO2, de méthane et possiblement de sulfure de diméthyle. Des ingrédients qui, tous ensemble, pourraient indiquer une activité biologique. Mais attention, faut pas faire des conclusions trop hâtives, parce que, voilà, tous les gaz peuvent aussi être produits autrement, par des réactions chimiques dans l'atmosphère, par l'activité volcanique, ou même par des processus qu'on ne connaît pas encore, vu qu'on n'a jamais mis les pieds sur une planète comme K218b.
Et c'est ça qui rend l'exercice aussi délicat. On est en train d'essayer d'interpréter des signaux à 124 années-lumière de distance, avec une lumière déformée par l'étoile par notre propre technologie. Et on essaie de deviner ce qu'il y a dans l'air sur une planète qu'on n'a jamais vue autrement qu'en un point lumineux. C'est un peu comme deviner ce qu'il y a dans une pièce juste en écoutant l'écho qu'elle renvoie quand on tape dans ses murs. Donc oui, ces biosignatures sont notre meilleure piste. Mais chaque détection demande à être confirmée, recroisée, vérifiée. Parce que dans le passé, on a déjà cru voir des signes de vie. Comme sur Vénus par exemple avec la fameuse détection de phosphine, qui a ensuite été remise en question. Et aujourd'hui, les scientifiques avancent avec des pincettes. Parce qu'une annonce prématurée, surtout sur un sujet aussi explosif, ça peut avoir l'effet inverse. Décrédibiliser toute la recherche. Alors, on garde les pieds sur Terre et les yeux rivés sur l'espace. Parce que si un jour on trouve une signature qui tient la route, qui ne s'explique que par la biologie, là, ce sera un véritable tournant dans notre compréhension de l'univers. Mais on n'y est pas encore tout à fait, même si on s'en approche. La vie dans l'univers, c'est une question qui obsède les chercheurs depuis des décennies. Et aujourd'hui, on commence à savoir un peu mieux quoi chercher. Parce que non, il ne suffit pas juste de chercher des planètes qui ressemblent à la Terre pour espérer y trouver la vie. C'est même l'erreur qu'on a fait pendant très longtemps. Prenons l'exemple de notre propre système solaire. Des étoiles comme le Soleil, elles ne sont pas si nombreuses que ça dans la galaxie. C'est pourquoi il faut chercher d'autres types d'étoiles, comme par exemple des naines rouges. Alors les systèmes composés de une ou plusieurs naines rouges ne sont pas forcément les plus propices à l'apparition de la vie. De manière générale, les naines rouges sont très instables. Elles peuvent irradier une planète et lui empêcher d'avoir une atmosphère. Mais on peut imaginer que si une planète a comme une atmosphère plus dense, elle pourrait résister à ces radiations-là. Mais ça pour le moment, on doit l'avouer, on est sûr de rien. Mais chercher de la vie autour de ce type d'étoile ne suffit pas. C'est un critère parmi tant d'autres. Une fois qu'on repère une exoplanète prometteuse, il faut surtout regarder à quelle distance elle est de son étoile. Et c'est là que le concept de zone d'habitabilité entre en jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une région autour de l'étoile où la température permet à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Une température idéale, un peu comme sur Terre. Mais évidemment, c'est pas si simple, parce que cette zone dépend de plein de facteurs, pas seulement de la distance. Il faut aussi tenir compte de la composition de l'atmosphère de la planète, son effet de serre, la réflexion de la lumière par son sol, ce qu'on appelle l'albédo, et d'autres critères encore plus complexes. Et si toutes les pièces sont bien en place, alors les chercheurs peuvent passer à l'étape suivante, chercher des biosignatures. Mais c'est quoi une biosignature exactement? Eh bien c'est une trace chimique qu'une forme de vie pourrait laisser derrière elle, qu'on peut détecter en analysant l'atmosphère de la planète. Par exemple l'oxygène, le méthane ou encore le sulfure de diméthyle. Et justement c'est ce qu'on a peut-être trouvé sur K218b. C'est une signature qui est pour le moment très encourageante. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie là-bas? Eh bien, pas forcément. Depuis quelques jours, K218b fait beaucoup parler d'elle. Et pour cause, certains astronomes la décrivent carrément comme la preuve la plus convaincante à ce jour de la possible prolifération de vie extraterrestre, au-delà de notre système solaire. C'est pas rien. Ce sulfure de diméthyle, c'est un composé qui est principalement produit par des formes de vie sur Terre. Autrement dit, ils sont considérés sur Terre comme des biosignatures. Et ça, pour les scientifiques, c'est un énorme indice. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas la première fois qu'on détecte le sulfure de diméthyle sur K218b. James Webb en avait déjà capté un léger signal en 2023. Sauf que le signal était trop faible, pas assez clair. Et en plus, il était mélangé à celui du méthane, ce qui rendait son interprétation très incertaine. Mais cette fois, les choses sont un peu différentes. Non seulement le signal semble plus net, mais en plus, on aurait détecté une deuxième molécule complémentaire, le disulfure de diméthyle. Et ça c'est nouveau. Mais certains scientifiques restent prudents. Ils se demandent encore si ces composés sont vraiment des biosignatures fiables. Est-ce qu'ils pourraient être produits par des processus non biologiques ailleurs que sur Terre? Et surtout, peut-on vraiment affirmer avoir découvert une forme de vie extraterrestre? Bon, vous vous en doutez sûrement, la réponse est non. Pas encore en tout cas. Oui, aujourd'hui les signaux des deux biosignatures sont plus clairs qu'avant, mais ils ne sont toujours pas assez forts pour qu'on puisse valider leur présence de manière formelle. Pourquoi? Eh bien parce que leur signal reste en dessous du seuil de signification statistique que les scientifiques exigent pour valider une découverte. Concrètement, il y a encore 0,3% de chance que ce soit juste le fruit du hasard, du bruit,
Une erreur de mesure de la part de James Webb. Alors vous allez me dire, 0,3% de chance, c'est rien du tout. C'est vrai. Mais pour que ce soit considéré comme une vraie découverte scientifique, il faut que cette probabilité tombe à 0,00006%. C'est extrêmement faible. Et c'est pour ça que les chercheurs appellent à la prudence. Et c'est pas tout, parce qu'il y a plusieurs éléments qui viennent semer le doute. Déjà en 2024, des scientifiques ont trouvé du sulfure de diméthyle sur une comète. Et ça change un peu la donne. Parce que ça montre que cette molécule pourrait aussi être produite sans aucune trace de vie, par des mécanismes qu'on ne comprend pas encore, mais non biologiques. Et ensuite, il y a un autre souci, la distance. K2-18b est très loin. Et pourtant, les signaux détectés par James Webb sont corrects. Ça voudrait dire que la planète contient une quantité de sulfure de diméthyle des milliers de fois supérieure à ce qu'on trouve sur Terre. Et c'est possible si la planète est recouverte d'eau liquide. Problème, on n'a pas encore prouvé ça non plus. Et même cette hypothèse d'un océan d'eau est mise en doute, parce que K2-18b est très proche de son étoile. Donc, il pourrait y faire très très chaud. Certains chercheurs vont même jusqu'à dire, si cette planète avait de l'eau, elle serait une fournaise infernale, totalement inhabitable. Et là, un autre scénario apparaît. Et si cet océan était en fait un océan de magma? Ce serait un environnement extrême, hostile à toute forme de vie, telle qu'on la connaît. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi on ne détecte pas d'ammoniac dans son atmosphère. Résultat, on a deux modèles totalement opposés. D'un côté, un océan d'eau liquide favorable à la vie, et de l'autre, une surface brûlante, couverte de magma. Et pour l'instant, on ne sait pas qui a raison. Va falloir faire beaucoup d'observations pour démêler tout ça. Mais attention, parce que James Webb, c'est un télescope très sollicité. Et ce type d'analyse demande beaucoup d'heures d'observation. Surtout que K2-18b n'est observable qu'une dizaine de fois par an. Donc soyons honnêtes, il faudra sûrement attendre plusieurs années avant d'avoir une réponse claire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et statistiquement, sachez qu'il y a plus de personnes qui ont forcément lu une fois ce week-end. Voilà, je suis sûr de moi, dites-moi si je me trompe. Merci encore infiniment à ceux qui ont rejoint la chaîne. La vidéo sur la théorie des cordes pour les membres de la chaîne est dispo ici, et je vous mets une petite vidéo sur les sphères de Dyson qui vous a particulièrement plu, et pour ça merci beaucoup. C'était Zevouros, à plus tard.